Vous êtes sur Mikuba Télévision, mesdames, messieurs, au sommaire de votre journal du week-end. Les Jeux de la francophonie se poursuivent à Kinshasa, la capitale RD congolaise. Les athlètes congolais continuent également à gagner des médailles à cette compétition. Le porte-parole du gouvernement se dit rassuré qu'avec la détermination du président de la République, la pré-francophonie pourra propulser les sports en RDC. Et puis la mission d'observation électorale de la SENCO et de l'ECC a annoncé son intention de mener un audit citoyen du fichier électoral. Selon la MOE, l'audit réalisé jusqu'à présent n'a pas été perçu comme indépendant et transparent. Dans la province du Lualaba, les jeunes de la colonie des vacances organisée par la compagnie minière de Moussonoï ont visité les usines dans le but de découvrir les activités minières de Comus. Voilà tout pour les titres. Place à présent aux détails. Je venais de vous l'annoncer, mesdames, messieurs, avec des médailles glanées par les athlètes congolais aux Jeux de la francophonie. Le gouvernement congolais se félicite du niveau, de la qualité de ses compétiteurs avec les infrastructures sportives et culturelles construites et réhabilitées. Kinshasa entend booster le niveau des tournois et autres championnats dans différentes disciplines sportives afin de rehausser la qualité des athlètes congolais. Le porte-parole du gouvernement se dit rassuré qu'avec la détermination du président de la République, la pré-francophonie pourra propulser les sports en RDC, voire co-organiser des championnats africains avec d'autres pays de la région. Lorsque les compétitions commençaient, j'entendais des gens dire ou penser qu'on n'aurait même pas une médaille. Vous dites qu'on en a 31. Évidemment, il y a toujours moyen de bien faire. Évidemment, il y a toujours à redire sur... et ça concerne malheureusement pas les sports. C'est lié à la conjoncture générale du pays. Mais aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un avant le jeu, il y aura un après. Encore aujourd'hui, au niveau du Conseil de ministres, on a eu un vrai débat sur comment nous gérons l'héritage. Parce qu'aujourd'hui, mon cher Michel, vous couvrez l'actualité sportive depuis bien longtemps. Jamais, et j'espère que vous le témoignez, on a construit en un temps record autant d'infrastructures. Vous savez que nos athlètes aujourd'hui, même s'ils peuvent se plaindre que les fédérations ou qu'ils ne soient pas assez financés du fait du contexte général, mais au moins nous disposons des infrastructures dernières. Madame Zeyna dit tout à l'heure que les athlètes ne courent pas sur n'importe quel tartan, sur n'importe quelle piste. Le tartan que nous avons, c'est la même qualité qu'il y aura à Paris en 2024. C'est vous dire les diapasons dans lesquels nous nous sommes préparés. Mais maintenant, il doit y avoir une réflexion globale et le gouvernement fera sa part dans ces débats, mais les fédérations, les sportifs eux-mêmes, de quelle manière nous allons assurer l'héritage ou pérenniser l'héritage acquis des Jeux, de comment on va gérer non seulement les infrastructures, mais comment on va gérer les talents. Et le Premier ministre a rappelé aujourd'hui dans sa communication au Conseil qu'il faut favoriser des tournois interprovinciaux. Aujourd'hui, on peut faire les Jeux du Congo. On a 26 provinces, on a des milliers de chambres à disposition sur les sites, par exemple, de Tata Raphaël pour héberger les différents délégués qui peuvent arriver. Il faut une véritable stratégie et c'est une stratégie pour laquelle nous, gouvernement, nous faisons notre part et nous espérons que vous, spécialistes des sports et les fédérations, nous nous mettrons en synergie pour voir comment on avance. Si le gouvernement s'était porté garant de la réussite totale sur le plan organisationnel de la 9e édition des Jeux de la francophonie, la population congolaise avait également joué un rôle important, celui de porter haut l'étendard du pays en prenant part à la dite cérémonie. C'est ainsi qu'au cours du briefing presse animé dans la soirée à l'Académie des Beaux-Arts, la directrice du comité international de ces compétitions, Zéine Amina, a tenu à remercier le gouvernement congolais pour le bon déroulement de ce méga rendez-vous des pays francophones, riche en spectacles dans la capitale congolaise. Suivez. Évidemment, quelque part, nous sommes tous impressionnés par les prestations, par l'adhésion du public. C'était inattendu. J'ai entendu parler du miracle congolais. Bon, comme tout le monde, j'en rigolais un peu. Mais franchement, là, il y a eu un miracle congolais. Donc, comme je le disais
le dicton impossible n'est pas congolais. En effet, vous avez réalisé, vous avez livré, les jeux sont là et dans de très bonnes conditions. Et le plus important, Monsieur le ministre, c'est cette ferveur, cet engouement qu'on trouve rarement aujourd'hui sur les stades. Le public se déconnecte actuellement de plus en plus, les jeunes vont plus vers les sports urbains, mais là on a senti qu'il y a un besoin, c'est vraiment un besoin d'explorer, de comprendre, de voir, de pratiquer. Donc, et ce qui est le plus frappant, c'est que le public n'encourage pas seulement les Congolais, ils encouragent tout le monde. Et ça, c'est l'esprit festif, l'esprit sportif, le fair play que vraiment on ne trouve pas partout. Donc c'est vraiment un fair play, et le fair play, c'est une des valeurs les plus importantes dans le sport et dans la culture. On m'accuse toujours de ne parler que du sport, mais nous n'avions aucun doute sur les concours culturels, vu que les Jeux ont été attribués à la RDC grâce aux infrastructures de qualité des concours culturels. Donc nous avons eu des super prestations, vraiment de très haut niveau, des équipements, donc toutes les infrastructures ont été dotées d'équipements de grande qualité, donc ce qui a permis vraiment d'assister à ce que vous avez assisté à ces magnifiques concours culturels. Sur ce même chapitre, le directeur du Comité national des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, annonce que 2 artistes musiciens congolais, à l'occurrence Gims et Ferregola, vont prester à la cérémonie de clôture de cette édition le 6 août 2023 au stade de Martyrs. Par ailleurs, cet acteur important de la réussite de cette 9e édition a assuré que les compétitions sportives et les concours culturels se déroulent dans des meilleures conditions possibles. Les succès qu'a connu la cérémonie d'ouverture, on n'a pas voulu faire la cérémonie de clôture donc à l'intérieur d'un bâtiment où on pouvait contenir à peu près autour de 3000-3500 personnes. On a voulu que ce soit une cérémonie qui est offerte au public, et donc pour cela, on avait juste une difficulté. La difficulté, c'était que le jour même, il y a un match de football, donc le final, qui a lié au stade. Donc il était difficile parce que les matchs, normalement, il commence à 17h, il finit vers 17h30, 18h. Alors il y a possibilité, par exemple, qu'il y ait prolongation, qu'il y ait des tirs au but, des choses comme ça. Et on aurait difficile à mettre en place un dispositif juste après les matchs pour organiser par exemple un concert à l'intérieur. C'était ça la difficulté qu'on avait. C'est ainsi que dans un premier temps on s'était dit, bon voilà, on va le faire peut-être au Palais du Peuple. Mais on est revenu au stade des Martyrs parce qu'on veut offrir cette cérémonie à tout le monde. Donc, elle va avoir lieu au stade, juste après le match, à partir de 20h. Déjà, à partir de 18h, il y a ceux qui ne seront pas là pour voir les matchs, vont commencer à rentrer au stade, et à 20h, la cérémonie va commencer. Parlons à présent du processus électoral en République démocratique du Congo. La mission d'observation électorale de la CENCO et de l'ECC a annoncé son intention de mener un audit citoyen du fichier électoral. La mission justifie cette proposition en affirmant que l'audit réalisé jusqu'à présent n'a pas été perçu comme indépendant et transparent, car, dit-elle, il n'a pas été effectué par un organisme international indépendant. Les détails, c'est dans ce récit. La Moé Senco ECC a communiqué cette nouvelle le vendredi 4 août 2023. Elle a déclaré que l'audit proposé sera réalisé avec le soutien de la CENI et a suggéré une méthodologie pour le mettre en œuvre. Par ailleurs, la CENI avait déjà donné sa position sur cette problématique le 10 juillet dernier. Selon la centrale électorale, l'audit externe du fichier électoral n'est pas une exigence légale, mais une activité inscrite dans son plan d'action pour assurer la transparence du processus électoral.
À en croire la mission d'observation électorale, des travaux sont également prévus pour l'après-vote. Ensuite, en vue de garantir la vérification indépendante des résultats officiels des élections, elle propose la méthodologie Sample Based Observation, utilisée par des organisations de la société civile dans plusieurs pays pour assurer l'acceptation des résultats par le public. Les résultats de cette observation seront d'abord présentés à la CENI et des discussions seront engagées pour assurer l'acceptation de ces résultats lorsqu'ils seront publiés. La MOE Senco ECC souligne la nécessité de la collaboration avec la CENI de ce travail et la mise en place d'un dispositif de transparence pour garantir l'exactitude et l'honnêteté des résultats. Et puis, les candidats députés provinciaux et conseillers communaux sont attendus à la CENI du 3 au 22 août 2023. C'est ce qui est conseillé. Qui est un conseiller communal plutôt? Quelles seront ses attributions à la commune? L'honorable député Gaston Mouchid nous répond dans cet élément réalisé par Yvette Fortuné-Kadiadia. Oui, je connais. Donc, il est national, hein, partout au Congo. Député provincial, il est juste pour la province. Conseiller communal, ça, je ne connais pas. Visiblement, la fonction des conseillers communaux n'est pas connue de la population lolabèse. Pour en savoir plus sur le rôle de ces derniers, nous avons rencontré Gaston Mouchid, député provincial, qui explique. Au suffrage universel direct, on vote pour les conseillers communaux. Pour les cas d'espèce, à Manika et à Dilala, à Manika, il y en a 11 et 9 à Dilala. À Kolwezi, le peuple doit pouvoir voter pour 20 conseillers urbains, 20 conseillers communaux. Les conseillers communaux vont à leur tour élire les bourgmestres et son adjoint. Ils vont aussi élire les conseillers urbains. Et les conseillers urbains vont voter maintenant le maire et maire adjoint. Les conseillers communaux, ils vont siéger dans un conseil communal, comme on le fait à l'Assemblée. Et nous avons une assemblée provinciale, il y aura une sorte d'assemblée communale. On appelle ça conseil urbain. Ils vont statuer, ils vont voter le budget de la commune. Prévu dans la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008, l'élection de conseillers communaux vient annuler la nomination de bourgmestre et maire de ville, a-t-il renchéri. La loi électorale prévoit qu'il y ait des élections, même au niveau local. Dorénavant, si les élections s'organisent, on ne doit pas pouvoir nommer un maire ou un bourgmestre. Ils seront élus par les élus que nous allons choisir, c'est-à-dire les conseillers communaux ou les conseillers urbains. Depuis 2006, la Constitution congolaise prévoit les élections locales. Ce reportage a été rendu par Léopold Kingu. Je voulais annoncer dans les titres les jeunes de la colonie des vacances organisée par la compagnie minière de Moussonoy ont visité les usines de cette société œuvrant dans la province du Lualaba. Cette visite avait pour but de faire découvrir aux filles et aux fils du village Tchaboula les activités minières de Comus. C'est un reportage de Teddy Dizamba. Après le lancement des activités de la colonie de vacances au village Tchaboula, la compagnie minière de Moussonoy a ouvert ses portes aux vacanciers. Ces jeunes ont d'abord été reçus par les responsables de la société qui leur ont offert des fournitures scolaires. Les vacanciers de Tchaboula ont ensuite eu droit à une petite formation sur les consignes de sécurité au sein de l'entreprise. Spécifique pour les piétons, pour ceux qui marchent, et toujours ces places sont colorées en vert. Quand vous voyez que c'est coloré en vert sur la route, cela veut dire que c'est destiné pour les gens qui marchent à pied. Vous pouvez marcher là en toute sécurité. On va voir l'image après. Donc si vous marchez sur la place qui est colorée en vert, il n'y aura pas de problème. Donc évitez de marcher, de déborder la place qui est colorée en vert. Parce que là-bas, les véhicules circulent à toute allure. Et pour éviter cet accident, on vous prie de marcher sur les allées qui sont colorées en vert. C'est bon? D'accord. Les responsables de Comus ont également offert une visite des usines à ces vacanciers. De l'usine de traitement à celle de l'hydrométallurgie,
Les bambins ont explication venant des ingénieurs de Comus. Le moment, c'est que nous sommes heureux de vous recevoir. Nous allons vous donner une toute petite explication. Mais ce que j'aimerais vous dire avant ces choses, c'est que votre place actuellement, c'est où? À l'école. Alors, vous allez persévérer avec l'école, vous étudiez. Et en même temps, les années qui viennent, vous serez ensemble avec nous ici, nous allons vous attendre. D'abord l'école, et après, lorsque vous allez venir, il y aura encore assez de places. Ok? Comus est là pour beaucoup plus d'années encore, afin de promouvoir encore beaucoup plus encore de postes, n'est-ce pas? C'est avec le sourire aux lèvres que sont repartis ces jeunes qui prennent part à la colonie de vacances organisée par la compagnie minière de Moussonoye. Parlons à présent des tensions observées le lundi dernier à la carrière Menuiserie située dans les installations de la GICAMI dans la commune de Dilala. Les exploitants miniers artisanaux ont repris le travail ce 4 août. Ils affirment avoir obtenu la gestion de cette carrière au détriment des anciens propriétaires des sujets étrangers qui ont été délogés de ce site. Léopold Kingou s'est rendu sur place. Suivez. L'interruption du travail. Ces 4 août, ils affirment avoir eu gain de cause en obtenant la gestion de la carrière. Tous ces jours, j'avais des larmes aux yeux en voyant combien certains compatriotes souffraient. En pratiquant par exemple une galerie de 150 mètres pendant 2 semaines pour ne gagner que 40 000 francs. En étant père de plusieurs enfants, locataire avec la hausse des prix de biens de première nécessité, exploitant des mineries qui coûtent cher, tout en étant esclave des Libanais. Cette issue a été trouvée grâce à des démarches menées à différents niveaux. Première des choses, je remercie Mungu wa kumbingu. Je remercie Dieu, je remercie le président de la République, celui de l'Assemblée provinciale et la gouverneure intérimaire. Un ouf de soulagement pour les créateurs qui disent avoir beaucoup souffert. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici parce que hier, nous étions au ministère de l'Intérieur où l'on a rencontré le ministre de Ouda Kapenda Wakapenda qui nous a rassuré que nous allons bien travailler désormais. Merci à toutes les autorités pour leur soutien. Un propriétaire de galerie manque même une moto. Il est dépourvu de tout. En 2 semaines de travail, certains gagnent 20 000 francs seulement. La vie est devenue difficile. Il n'y a même pas moyen de faire des réclamations. Beaucoup ont été chassés pour ça. Et aujourd'hui, grâce à Dieu qui ne change pas, on a eu la solution. Nous souffrons beaucoup, il faut creuser jusqu'à plusieurs centaines de mètres pour trouver les produits au profit des expatriés. Aujourd'hui, nous nous opposons énergiquement à cette situation. Nous ne sommes pas des irresponsables. D'ailleurs, la plupart d'entre nous sont des licenciés. Moins de 24 heures ont été accordées aux Libanais pour évacuer leurs palettes. Après 12 heures, ces 4 août, nous allons nous approprier ces palettes, que chacun travaille pour son profit. Ce propriétaire de galerie affirme avoir été de posséder de sa galerie, malgré les documents en sa possession. J'avais une galerie ici qui produisait beaucoup. Quand ils ont constaté cela, ils me l'ont ravi sans raison. Regardez mes documents. Voici ma carte.
Dans les échauffourées du lundi dernier, 3 créateurs ont même perdu la vie. Sur ordre des Libanais, les militaires avaient tiré sur plusieurs Congolais. 3 sont décédés, dont 2 sont gardés à la morgue HPK et un autre mort à la morgue Kapata. L'État doit s'impliquer pour la poursuite en justice des auteurs, les dédommagements des familles, mais aussi des obsèques dignes de ce nom à Kassangiri. Officiellement, en tant que responsable tu as décidé ici. L'exploitation minière artisanale au Lualaba est sujette à des vives tensions opposant des sujets expatriés aux exploitants locaux ces derniers temps. Ouvrons à présent ce chapitre qui parle à économie par la cérémonie organisée le lundi 31 juillet dans la capitale RD congolaise. 90 responsables des petites et moyennes entreprises ont bénéficié d'une enveloppe de 1,8 million de dollars grâce aux facilités du FOGEC. Le chèque octroyé varie entre 1 500 et 5 000 dollars selon la taille du projet, renseigne le directeur général de ce fonds. Au total, 90 responsables des micro, petites et moyennes entreprises issues de 15 provinces ont bénéficié d'une enveloppe de 1,8 million de dollars grâce aux facilités du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. C'était au cours d'une cérémonie organisée en début de semaine à Kinshasa. En effet, ces financements ont une maturité de 3 ans avec un taux d'intérêt de 5% l'an. Parmi les bénéficiaires figurent des jeunes désœuvrés, une personne vivant avec albinisme et une dame vivant avec handicap ayant obtenu des fonds non remboursables allant de 1 500 à 2 000 dollars. Nous avons commencé par 10 bénéficiaires, ensuite 31 et aujourd'hui nous passons à 90 bénéficiaires issus de 15 provinces pour 1,8 million de dollars de financement, a fait savoir le directeur général. Laurent Mouzimba a annoncé que des mécanismes spécifiques seront mis sur pied en collaboration avec l'ANADEC qui a la mission de susciter la vocation entrepreneuriale afin de dépasser la barre de 5 millions de dollars, ce qui permettrait de financer plus ou moins 500 entrepreneurs dans les 26 provinces du pays. Pour cette cohorte, nous avons essentiellement des bénéficiaires des crédits bancaires garantis par le FOGEC pour 3 ans au taux de 5% l'an. Des conditions bancaires que personne ne pouvait obtenir auprès de nos banques commerciales sans intervention du FOGEC, a-t-il souligné. Du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, qui représentait son collègue de PMU, a exhorté les bénéficiaires à faire preuve de civisme fiscal et à servir d'exemple à leurs pairs. Le groupe Trafigura, qui occupe le premier plan dans le négoce des matières premières, a été contraint de rechercher de nouveaux financements pour l'un de ses investissements phares. Il s'agit du projet de cuivre cobalt de 600 millions de dollars en République démocratique du Congo pour l'activité métallurgique assiégée de la maison de négoce. C'est dans ce récit de Léopold Kingou que vous avez les détails. Le projet développé par Chemaf SA, un partenaire de longue date de Trafigura, a rencontré des difficultés au milieu des dépassements de coûts et de la faiblesse du prix des cobalt, selon des personnes proches du dossier, qui ont commandé à ne pas être identifiées en discutant d'informations privées. Trafigura a annoncé l'année dernière un prêt de 600 millions de dollars à Chemaf pour la construction de ce qui, selon elle, serait l'une des plus grandes mines de cuivre et de cobalt du Congo à Mutoshi, ainsi qu'une usine de traitement là-bas et une autre à son opération étoile à Lubumbashi. On ne sait pas combien du prêt de 600 millions de dollars a été prélevé. Le prêt est garanti par les actifs de Chemaf, selon l'une des personnes. Cependant, le projet a dépassé son budget et ne peut être achevé avec la facilité du prêt actuel, ont déclaré les gens. En conséquence, Trafigura a sondé les investisseurs qui pourraient fournir des fonds supplémentaires pour aider à mener à bien le projet. La maison des commerces cherche un financement supplémentaire d'environ 200 à 300 millions de dollars selon l'une des personnes. Un porte-parole des Chemaf a déclaré que l'entreprise avait achevé plus de 70% de la construction de la nouvelle opération de Mutoshi et que le Trafigura travaillait en collaboration pour examiner les voies les plus optimales vers la première production. Les répercussions économiques du coup d'État au Niger se font déjà sentir. Oumo à titre a annoncé l'annulation d'une émission de titres publics dans un contexte économique tendu. Ceci pourrait empirer la situation de ce pays sahélien. Linda Kalinga pour les détails.
La décision de l'UEMOA titre un organe sous le contrôle de la BCEAO d'annuler la sortie du Niger sur les marchés des titres publics par adjudication prévue le 7 août prochain est une conséquence des sanctions prises contre le gouvernement militaire. Cette annulation vient ajouter un nouveau défi à la situation économique du Niger, déjà tendue. Alors que le pays a déjà levé plus de 520 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics au cours des 7 premiers mois de l'année, l'annulation de cette nouvelle émission prévue pour un montant de 30 milliards de francs CFA accentue les tensions. De plus, l'ultimatum posé par la CEDEAO court, et si la situation ne se résout pas d'ici fin octobre, le Niger se retrouverait avec un trou de 100 milliards de francs CFA dans son budget. Ces déséquilibres budgétaires est d'autant plus que préoccupant que le pays sahélien doit rembourser 12 milliards de francs CFA aux investisseurs de ce marché en août et plus de 70 milliards de francs CFA en septembre. Le Niger cherchait à mobiliser 1274 milliards de francs CFA chez ses partenaires au développement, soit près de 40% de son budget pour l'exercice 2023. Or, depuis le putsch, la plupart de ses partenaires, notamment la France, l'Allemagne, l'Union européenne, les États-Unis et la Banque mondiale ont déjà annoncé suspendre leur assistance au Niger. La fermeture des frontières, la suspension des transactions économiques et financières avec les autres pays de la région, ainsi que les autres sanctions économiques pourraient également avoir un impact sur les recettes domestiques. Avant de clore ce journal, voici les prix des biens de première nécessité sur le marché à Kolwezi. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin votre édition du journal de ce week-end. Merci de votre attention soutenue, surtout de votre fidélité à tous et à toutes. Excellent week-end. Au revoir.